Bien, mes chers collègues, je vous propose de démarrer nos travaux en constatant que la majorité des membres du Conseil est présente. Nous serons rejoints tout à l'heure par notre collègue Séverine de Comprégnac. J'ai donné, Monsieur Riwal assurera la fonction de secrétaire auxiliaire assistant Florence Devara comme secrétaire de séance. Et j'ai reçu les pouvoirs, respectivement, de monsieur... Il s'en va, monsieur Riwal? M'inquiète. J'espère qu'il va revenir, comme il est secrétaire de séance. Et j'ai reçu les pouvoirs de madame... de monsieur Pastelec, pardon, qui a donné pouvoir à madame Chantal Lambert-Burins. Vous voyez, je suis troublé par la disparition de monsieur Riwal. Et Ariel de Bocan, qui nous quittera dans quelques instants, puisqu'elle va présider la remise du concours de nouvelles qui est organisé chaque année avec le 5e arrondissement et avec le centre Paris Anime de la rue de Rennes. Elle a donné pouvoir à Florence Devara lorsqu'elle quittera la séance du Conseil. Nous avons 28 points à l'ordre du jour de notre présente séance, avec intégration de 4 dossiers qui ont nécessité l'ordre du jour d'urgence. Un ordre du jour d'urgence. Sur 4 dossiers, il nous revient maintenant, mes chers collègues, de voter l'extrait des délibérations de la dernière séance qui s'est déroulée le lundi 6 mars 2023, c'est-à-dire il y a un certain temps. On n'arrête pas le temps qui passe, donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Nous aurons un vote global sur 4, sur un certain nombre de dossiers, sur 3 dossiers tout à l'heure. La DAE 27 sur les structures menant des actions d'insertion professionnelle en direction des publics fragiles, qui participent donc à la comité des maraudes qui est réunie chaque trimestre avec Guillaume Godet et Florence Devara. Une convention de financement avec Hauts de Paris pour la mise en œuvre de stratégies de rafraîchissement dans les zones d'attractivité touristique. Alors là, je le cite, on a cité le Jardin de Luxembourg, ce qui est très bien, mais le Jardin de Luxembourg, je me demande s'il n'y a pas une petite erreur, parce que le Jardin du Luxembourg étant sous l'autorité du Sénat, je ne suis pas sûr qu'on puisse installer des mâts brumisateurs si facilement que ça dans le Jardin du Luxembourg. Et puis la DASCO 46 qui actualise le forfait des prestations accessoires pour 2023 pour les agents de l'État logés par nécessité absolue de service dans un établissement public local d'enseignement. Ça, c'est une délibération très technique qui va s'appliquer à l'ensemble des établissements publics. Mais je vous épargne effectivement le rapport et surtout j'épargne à l'éventuel rapporteur une délibération très technique, donc à peine compréhensible. Voilà, mes chers collègues. Alors, je vous propose de démarrer, et puis on aura un certain nombre de documents sur table, puisque on doit avoir en documents sur table, comme on est dans les rapports, des événements, des opérations, du budget 2022, rapport sur les exercices 2022. On aura donc sur table la programmation des investissements d'intérêt local, les fameux IIL au titre de 2022. Ça vous sera distribué tout à l'heure, en fin de réunion, ainsi qu'une information sur l'occupation des salles de la mairie du 6e pour les années 2021 et 2022. Pourquoi 2021 ? Est-ce qu'on n'avait pas pu le faire l'année dernière ? On n'avait pas pu le faire. Sans doute un effet indirect, lointain de la crise sanitaire. On dira ça. Alors le point numéro 4, je me permets de le rapporter rapidement, c'est les conventions entre la mairie du 6e et les associations relatives à l'occupation permanente des locaux en mairie du 6e arrondissement. C'est l'actualisation, puisque vous le savez peut-être, le comité Saint-Germain a quitté les locaux du 4e étage. Ainsi que c'est pourquoi il a quitté, parce que il y avait plus de liens il y avait plus de liens, ou le lien s'était estompé entre la mairie du 6e et le comité Saint-Germain, donc il était normal qu'il quitte les locaux. Et de fait, le parcours Saint-Germain a également quitté les locaux. Le parcours Saint-Germain, qui était un peu une émanation du comité Saint-Germain, l'animatrice s'étant retirée principalement à Londres. Mais le parcours Saint-Germain, maintenant, et ça c'est hors délibération,
poursuit ses activités plutôt sous la forme d'un mariage entre la photo et l'art. Et c'est maintenant Photo Saint-Germain qui est dirigé par Madame de Lécotet, qui est la fille de l'ancien directeur de l'Express que vous avez connu et qui avait une galerie rue de Seine, qui a repris en quelque sorte la direction de cette association. Elle n'a pas demandé une aide en nature sous la forme d'une permanence en mairie. On verra si elle le fait dans l'avenir. Voilà, c'était la principale modification. Et puis j'aurai l'occasion de reparler de la société historique qui va avoir effectivement peut-être une partie de ses locaux réduits. Pourquoi réduits? Parce qu'ils archivaient ils archivaient en mairie, et maintenant les consignes de sécurité qui s'imposent à chacun d'entre nous, aussi bien dans les combles que dans les caves, nous amènent à être beaucoup plus prudents compte tenu du nombre d'incendies qui sont intervenus dans des établissements publics, qu'il s'agisse d'établissements publics de l'État ou d'établissements publics municipaux. Et donc, la plus grande prudence doit être respectée en la matière. Et puis, je vous reparlerai de la société historique tout à l'heure en matière de gestion, que lorsque la délibération viendra. Donc, je vous propose d'approuver ces modifications, qui sont des modifications de détail, mais des modifications importantes. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Alors, vient maintenant une série de délibérations, je dirais, d'ordre financier. Donc, je vais demander à Paul Maria de rapporter respectivement sur le compte de gestion 2022 et sur le compte administratif 2022. Moi, je suis conduit à observer le plus grande, je dirais, neutralité et même ne pas intervenir. Et je vous propose d'élire un président de séance en la matière. Et je propose que ce soit la première adjointe qui soit présidente de séance. Et elle aura le rôle éminent de passer la parole à Paul Maria. Donc, si vous êtes d'accord, on est d'accord, murmure d'approbation. Je vous remercie. Il y a un vote pour chaque délibération. Bon, mesdames et messieurs, d'accord. Mesdames et messieurs, chers collègues, donc nous vous proposons en ouverture de ce conseil d'arrondissement de vous prononcer sur les comptes de gestion et sur les comptes administratifs de l'année 2022. Si vous le permettez, je passerai un peu plus rapidement sur le compte de gestion que sur le compte administratif, pour une simple raison que pour la validation du compte de gestion, on est beaucoup plus dans la procédure comptable. Comme vous savez, il y a une séparation en comptabilité publique entre l'ordonnateur et le comptable, et il est nécessaire de temps en temps de vérifier la validité des informations transmises de l'un à l'autre. Et c'est le but de la démarche qui nous est proposée ici. Vous avez les documents qui vous ont été communiqués en amont du conseil d'arrondissement. Si je devais résumer en quelques mots ce qu'il faut retenir du compte de gestion 2022, c'est que nous avons un exercice qui a été clôturé à la fin 2022 à 1 603 765,64 €, un résultat en légère hausse par rapport à l'exercice 2021, avec des dépenses exécutées qui sont pour l'année 2022 de 2 957 228 € et 80 centimes. Ces écritures, donc, je pense que chacun aura pu vérifier leur concordance stricte entre les informations communiquées par le comptable et celles reçues par l'ordonnateur. Donc je vous propose, sans entrer davantage dans le détail de ce bilan comptable, de vous prononcer en faveur de l'adoption du compte de gestion 2022. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Je vous propose de passer au vote. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Monsieur Paul Maria, je vous rapporte. Donc, s'agissant du compte administratif, qui est donc un exposé un peu plus détaillé de l'état spécial de l'arrondissement, qui, je vous le rappelle, est en fait le budget détaillé des actions et des opérations de l'arrondissement. Là encore, les informations détaillées du budget 2022 vous ont été communiquées. Je me permettrai simplement de vous en rappeler les grandes catégories, comme je le fais chaque année.
Le compte administratif se divise en 4 sections, comme vous le savez. La première correspond à la dotation d'animation locale, qui pour l'année 2022 renvoyait à un volume de crédit de 482 988 € et 92 centimes, très exactement. Volume de crédit en progression de 11%, de plus de 11% par rapport à l'an passé. Ça, c'est pour la dotation d'animation locale. La dotation de gestion locale, la DGL, qui, elle, s'élevait pour l'année 2022 à 3 638 941 € et 63 centimes. Il s'agit du poste le plus important de l'État spécial du 6e arrondissement. Un budget stable par rapport à l'année dernière, puisqu'il affiche une progression de 0,51%. La section de la dépense, la catégorie des dépenses de fonctionnement, donc la section de fonctionnement qui correspond pour l'année à 4 121 930 € et 55 centimes, en hausse de 1,65%. Et enfin, les dotations d'investissement qui pour l'année s'élevaient en crédit ouvert à 439 000 439 063 € et 89 centimes. Là encore en progression de 22%, de plus de 22% par rapport à l'an passé. Ce qu'il faut retenir, alors si vous êtes entré un peu dans le détail de ces catégories, c'est que les engagements n'ont pas tous été de même niveau. Vous avez par exemple la DGL, la dotation de gestion locale, qui a été exécutée à plus de 90%. Donc on peut voir que la totalité quasiment des crédits ont été engagés pendant l'année 2022. Pour d'autres catégories, c'est un peu en retrait. Mais au global, ce que l'on peut retenir, c'est que 85,69% des crédits ont été engagés et que cela correspond à une progression par rapport à l'an passé, puisque en 2021, seuls 82% des crédits ouverts avaient été engagés. Qu'advient-il des crédits qui n'ont pas été engagés? Alors, comme vous le savez, ils sont reportés à l'année suivante. Donc, ils s'ajouteront au budget 2023 au titre du budget supplémentaire, ce qui fera l'objet d'une nouvelle délibération pour savoir comment sont affectés ces budgets. Voilà. Voilà pour la synthèse de l'état spécial de 2022. Je vous propose, chers collègues, de voter favorablement ce compte administratif pour l'année écoulée. Une demande de prise de parole, si vous voulez bien, mon cher collègue, on vous écoute. Oui, merci. Moi, j'ai une question sur l'énergie, et notamment l'électricité. Là, quand on regarde ce compte de gestion, on s'aperçoit que partout, les factures d'électricité ont été inférieures à ce qui avait été prévu. Or, ça a été prévu à une époque où, normalement, il n'y avait pas encore eu toute la flambée des prix. Donc, je voulais savoir pourquoi est-ce qu'on arrive à rester dans l'enveloppe? Et deuxièmement, si c'est dû au fait qu'on avait des contrats de long terme, est-ce qu'il faut, en 2023, s'attendre à une explosion de ce poste? Alors, sur ce point, je laisserai M. Riwal vous apporter une réponse détaillée par écrit. Je pense que c'est le plus simple. Je constate simplement que les charges des écoles primaires n'ont pas spécialement, n'ont pas été constantes. Il y a quand même une hausse assez sensible des budgets énergie-électricité des écoles primaires. Donc, il y a peut-être une incidence qui est liée au taux d'occupation des établissements que l'on évoque. Mais je laisserai M. Riwal vous fournir une explication plus détaillée. Merci Monsieur Maria. Merci à Monsieur Riwal qui aura la gentillesse de donner à Monsieur Comé effectivement les compléments d'information qu'il souhaite. Je vous propose de passer au vote. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Et je salue l'arrivée de Madame de Comprégnac. Merci beaucoup, adopté à l'unanimité. Monsieur le maire va peut-être revenir, nous le souhaitons tous. On va peut-être pour la suite. Madame la première adjointe, donc nous poursuivons nos travaux et je vous donne la parole d'ailleurs pour rapporter sur la DAC 186.
Oui, merci Monsieur le maire. Alors, dans le cadre de la politique culturelle de la ville de Paris, et plus particulièrement dans le cadre des enseignements artistiques, il nous est proposé d'autoriser la ville à apporter son soutien à 2 associations. La première, c'est une association qui encourage la pratique du chant choral. Il s'agit de l'association O30, avec un répertoire qui va de la musique romantique aux créations contemporaines, donc un spectre large, qui comprend 35 chanteurs-chanteuses. Et on nous précise que l'arrivée d'un nouveau chef de chœur va proposer des musiques norvégiennes. Donc, je précise que cette association participe avec ses chanteurs et ses chanteuses à des festivals, et il nous est proposé de lui accorder une subvention de 3 000 €. Mais je continue puisqu'il y a une seconde association qui est l'association Something Musical, qui elle a pour mission de créer des comédies musicales sur des thèmes qui sont le plus souvent liés au dénoncement des discriminations ou de l'inégalité. Donc elle participe aussi à initier des jeunes à la comédie dans les centres Paris Anime. Voilà, donc celle-ci, cette association Something Musical pour un montant de 2 000 €. Donc je vous propose d'accorder effectivement, d'autoriser la maire de Paris à signer ces 2 projets de subvention, l'un de 3 000 € et l'autre de 2 000 €. C'est des petites sommes pour ces 2 associations. Donc je vous écoute si vous avez des délibérations ou d'autres avis ou des questions. Non. Donc je vous propose de voter. Merci ma chère collègue. Je vous propose de voter. Donc qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. C'est adopté à l'unanimité. Je prends maintenant le relais sur les 2 subventions suivantes, c'est-à-dire la DAC 254 qui concerne une subvention de 23 000 € à attribuer à 9 associations historiques, c'est-à-dire c'est les fameuses sociétés historiques des différents arrondissements de la capitale. Et il nous est proposé pour la société historique du 6e arrondissement de voter une subvention de 3 500 €, c'est-à-dire une assez belle subvention pour une association, une société historique qui a une activité forte, hein, puisque vous le savez, elle, tous les 2 mois, globalement, une conférence est donnée. Elles sont maintenant captées, puisque le public, quelquefois, il n'y a jamais de bonne date et jamais de bonne heure. Et ça permet, effectivement, aux conférenciers et à la conférence d'avoir une audience plus forte que celle que permet une simple réalisation en présentiel. Après, j'ai souhaité, mes chers collègues, avec Olivier Passelet, que nous demandions, et je le dis, nous demandions à l'Inspection générale de la ville de Paris d'aider par ses conseils la société historique à réformer, améliorer sa gouvernance. Pourquoi ? Parce que vous avez sans doute été témoin ou destinataire de plusieurs courriels émanant d'un adhérent de la société historique qui reproche à l'actuel président une gestion, selon lui, assez forte, assez directive. Bon, après, je ne rentrerai pas et je ne cite pas à dessein la personne qui est l'auteur de ces mails, que c'est une personne exigeante, c'est bien d'être exigeante, mais elle est exigeante, je dirais, depuis plusieurs années vis-à-vis de plusieurs associations auxquelles il participe. Donc, mais pour lever tout doute, comme nous l'avions fait d'ailleurs ces dernières années, notamment lorsque nous avions demandé une inspection sur d'autres associations, eh bien, je crois que c'est bien que l'inspection générale de la ville nous prête son concours et émette peut-être un certain nombre de recommandations qui permettront à ce conflit interne de se régler, à défaut qu'il ne se règle, puisque vous avez bien sûr des antagonismes assez anciens. Ça permettra de lever tout soupçon et de faire en sorte que cette association qui est domiciliée à la mairie du 6e arrondissement, parce que c'est une association qui est domiciliée à la mairie du 6e. Donc, ça nous engage. Et c'est pour ça qu'il était logique que nous saisissions l'inspection générale de la ville. Voilà, je voulais vous le dire. Et bien évidemment, nous vous communiquerons les résultats de l'inspection. En règle générale, il faut compter 6, 7, 8 mois.
tout dépend bien sûr de la charge de l'inspection générale et du moment où elle démarrera son étude, son examen. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc je vous propose néanmoins de voter effectivement cette subvention de 3 500 €, car au-delà de ce conflit de personnes, il est logique que la Société historique poursuive ses travaux au bénéfice de l'ensemble tous les amoureux de l'histoire de Paris. Si certains d'entre vous veulent intervenir, non? Ça vous semble lumineux? Voilà. Bien, donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie et la subvention donc est votée par le conseil d'arrondissement en attendant bien sûr le vote du conseil de Paris. Alors ensuite nous avons un vote sur ce qu'on appelle les crédits Bloch, qui sont des crédits d'un montant inchangé de 10 000 € depuis plusieurs années, sur le montant qui est inchangé, hein, et qui nous propose de les attribuer à des associations ayant une action locale dans le 6e arrondissement, dans le domaine culturel principalement. Et c'est la raison pour laquelle, comme d'ailleurs nous le faisons depuis de nombreuses années, je vous propose d'attribuer une subvention de 6 000 € à l'association Comité des Fêtes et d'Action Sociale du 6e arrondissement, que vous connaissez bien, qui est une autre association domiciliée en mairie du 6e, qui participe à l'organisation de plusieurs manifestations, de nombreuses expositions qui bénéficient de l'apport du Comité des Fêtes, pas toutes, hein, loin de là, hein, mais qui apporte son concours, et puis une subvention de 4 000 € à l'association Le 6e Atelier d'Artistes. C'est une association qui exerce ses talents depuis maintenant 30 ans, et qui a été une des premières à participer à l'ouverture des ateliers d'artistes à Paris. Maintenant, il y a dans de nombreux arrondissements. La deuxième, je crois, c'était le Génie de la Bastille, dans le 11e arrondissement, qui avait été particulièrement dynamique en la matière. Et là, le 6e atelier d'artistes va fêter son 30e anniversaire à travers une exposition qui va se dérouler à l'Orangerie du Sénat, autour du thème de la nature. Ça se déroulera dans le courant du mois de septembre. Et bien sûr, Florence de Pontonera et Laurence Toussaint se sont beaucoup investis dans cette affaire. L'ouverture des ateliers d'artistes devant intervenir, pendant très longtemps, c'était au mois de novembre. Après, on a basculé sur le printemps. Et là, je crois que ça devrait intervenir dans les prochaines semaines, normalement, si je ne me trompe pas. Mais l'exposition dont je vous parle a lieu au mois de septembre. Voilà ce que je voulais vous dire, mes chers collègues. Donc, si vous voulez, si certains veulent intervenir, je leur donne bien volontiers la parole. Donc, je vous propose de voter favorablement. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Nous poursuivons nos travaux et je donne la parole à Claude Ribes qui va rapporter sur les deux autres subventions direction des affaires culturelles. Monsieur le conseiller, vous avez la parole. Oui, mesdames et messieurs, monsieur le maire, mes chers collègues, là, il s'agit d'abord d'une subvention globale de 21 500 € qui devrait être attribuée à 3 associations qui organisent des actions en faveur de la littérature jeunesse. Et il s'agit également de signer une convention avec chacune de ces associations. De ces 3 associations, celle qui nous intéresse est l'association des éditeurs associés, qui tient aujourd'hui la librairie qui est située au 11 de la rue de Médicis, l'ancienne librairie José Corti, me semble-t-il. Et cette association organise par ailleurs un festival qui s'appelle le Festival Raccord. Je propose donc, sachant que les 2 autres associations exercent diverses activités tout à fait honorables en faveur de la lecture, notamment auprès des bibliothèques, je propose de voter favorablement pour cette subvention et pour les 2 autres du même coup.
Monsieur Comet. Oui, non, je voulais juste dire que la librairie a fermé au 11 rue de Médicis. Mais par contre, la subvention, je comprends, est pour l'association, non, pour l'association et surtout pour l'activité spécifique qu'ils font. Oui, alors c'est vrai que vous avez raison de préciser ça, c'est vrai qu'il y a des mouvements qui existent. Initialement, d'ailleurs, ils étaient dans le 5e arrondissement, ils sont arrivés dans le 6e arrondissement, ils sont situés plutôt dans la partie haute de la rue de Médicis, c'est-à-dire près de la librairie qui nous avait un peu occupés, qui avait ses vitres abîmées. Et je crois me souvenir maintenant qu'ils ont été remplacés par une librairie anglophone. Librairie anglophone, on a 2 librairies anglophones, je crois, l'une à côté de l'autre. Oui, c'est la même propriété. C'est la même propriété, donc ça marche très bien. Qui encadre la librairie. Et en revanche, José Corti, je pense que ça existe toujours, mais c'est plus bas. Et je crois savoir qu'ils ont ils avaient deux devantures, ils n'en ont peut-être plus qu'une seule maintenant. Voilà, ça bouge comme partout, hein, mais bon. On essaie de maintenir au maximum, évidemment, les choses. Bon, alors malheureusement, la librairie de l'Escalier qui nous a aussi occupés, ça, la complexité de la succession de la vieille animatrice qui est malheureusement décédée n'a pas permis que la CMAEST intervienne. Et c'est l'extension du restaurant italien qui va être réalisée. Mais il arrive que les restaurants ferment aussi et soient remplacés par des librairies. Donc tout est possible. Tout est possible. Donc je vous propose, mes chers collègues, de voter pour cette subvention qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Et je redonne la parole à Claude Rip qui va nous parler d'un sujet éminemment toujours d'actualité, c'est-à-dire de Voltaire et de la statue de Voltaire. Oui, alors en apparence, il ne s'agit que d'une convention d'occupation temporaire du domaine public au bénéfice du Centre national des arts plastiques, mais en réalité, plus précisément, il s'agit de replacer dans le square Honoré-Champion la statue de Voltaire. Alors je rappelle que le pauvre Voltaire n'a pas eu de chance parce qu'il y avait une première statue qui était en bronze et qui, comme beaucoup d'autres, a été fondue pour être envoyée en Allemagne à la gloire du Reich. En 1945, l'État a commandé une autre statue en pierre cette fois, dans l'espoir qu'elle ne soit pas fondue, mais la pauvre statue a été bien malmenée, elle a été aspergée de peinture, il a fallu, au mois d'août 2020, l'enlever. Et le Centre national des arts plastiques propose de remplacer la statue initiale en pierre par une épreuve surmoulée en résine chargée. Donc je ne sais pas exactement ce que c'est qu'une épreuve surmoulée en résine chargée. La seule chose que je peux dire, c'est que j'espère que ça tiendra. Et l'État, d'après ce que j'ai compris, conserverait l'original pour 2 raisons. Pour que la statue ne soit pas à nouveau vandalisée, et aussi parce que, semble-t-il, la pierre de la statue originale est en mauvais état. Voilà tout ce que je peux dire. En tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Voltaire, qu'on le lise ou qu'on ne le lise pas, il n'y a pas de raison de ne pas remettre sa statue là où elle était, même si c'est une épreuve surmoulée en résine chargée. Je propose donc de voter favorablement pour Voltaire. Pour Voltaire et pour la résine, on va voter favorablement. Alors, je ne voudrais pas, hors délibération, c'est un véritable feuilleton, pour ne pas dire une mauvaise série. Dans cette affaire, et le CNAP, je le dis, qui est un organisme qui dépend du ministère de la Culture, a fait tout et n'importe quoi. Je rappelle les premières étapes du feuilleton, c'est l'enlèvement de la statue en plein mois d'août, qui a déclenché une série de commentaires sur les réseaux sociaux, sans que la ville de Paris soit prévenue, puisque c'était dans un jardin de la ville de Paris, et la mairie du 6e, quant à elle était bien sûr totalement oubliée, ignorée. On a d'ailleurs découvert à cette occasion-là que la statue appartenait à l'État. Elle est ensuite, bien sûr, on a tous réagi.
Et on s'est dit, où faut-il la mettre? L'État refusant de la remettre dans un premier temps au même endroit. Au même endroit. Et là, la suite du feuilleton, ça a été effectivement une déambulation dans le 6e arrondissement, où on a essayé, avec Tristan Perrier, on a essayé de voir différents endroits. On a proposé le quai Voltaire, ce qui semblait pas complètement idiot d'ailleurs, faire coïncider, même s'il n'y a jamais de coïncidence exacte à Paris entre les quais, entre les rues, les quais et la statue, mais on aurait pu imaginer une très belle statue, éventuellement en fonte, puisque je rappelle que Condorcet avait été fondu, avait eu le même traitement, et sa statue, qui est une magnifique statue de Condorcet, a été remise sur les quais entre l'Hôtel de la Monnaie et l'Institut. Donc on aurait pu, effectivement, mais c'était plus tôt, c'était en 45, on avait moins d'argent. La statue de Condorcet est revenue dans les années 2000. Donc moi j'ai proposé effectivement une statue en... Le ministère a dit non, pas répondu positivement. Donc on en a pris acte et nous avons poursuivi notre déambulation et on est arrivé, à ce moment-là, on a essayé de le placer, il fallait le garder dans le 6e arrondissement, le quartier de la Révolution française, des encyclopédistes. On est arrivé rue de l'École de médecine, où là, on a envisagé de le mettre à l'intérieur visible du public, rue de l'École de médecine, dans la très belle faculté, dans la cour de la faculté, où il était protégé, on aurait monté un socle, et protégé par des grilles. Mais là, on a un plumitif dont je tairai le nom, qui a sévi dans les colonnes du Figaro, en attaquant d'ailleurs la ville de Paris. Je ne défends pas toujours la mairie de Paris, mais là, je la défends puisque c'était totalement faux, en disant c'est une statue de la mairie de Paris veut la cacher et la mettre derrière les grilles. Le pauvre Voltaire, qui a déjà été malmené, va être mis derrière les grilles. Hélène Caher d'Ancos, qui est une personne charmante, mais est partie dans cette dérive, et donc il y a une nouvelle polémique. Voltaire va être enfermé dans les grilles. Donc pataquès général. Entre-temps, la dame du Knapp, car c'était une dame, avait disparu, mais elle est réapparue. Et dans le 4e ou 5e épisode de la série Voltaire, où es-tu, où vas-tu revenir, Voltaire, je t'aime et tout le monde t'aime, mais on veut pas y consacrer l'argent pour faire une belle statue en plomb. Finalement, on a accouché de cette solution. Il est évident que si maintenant on disait non, on ne la fait pas revenir dans le square Honoré-Champion, personne ne comprendrait. Et ça serait... Je dois, pour la vérité, vous dire que j'ai écrit à l'Institut et j'ai proposé que Voltaire, Joseph-Marie Androuet, qui a été académicien, qui était rentré à l'Institut, soit bénéficie d'une statue en fonte implantée dans la cour de l'Institut ou dans une seconde cour. Là, refus du chancelier de l'Institut. Je ne sais pas si c'est lié à un antagonisme entre la secrétaire perpétuelle de l'Académie française et le chancelier de l'Institut, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, refus de Xavier Darcos. Voilà. Mais on a un charmant monsieur qui s'appelle René Monnier, qu'on suit et qui, lui, a lancé une cagnotte pour essayer justement de créer, justement, de faire une statue en bronze de Voltaire, qu'on a présenté au budget participatif, d'ailleurs, qui va être retiré sans doute, puisque maintenant, la statue revenant sur le square d'Honoré-Champion, mais on poursuit néanmoins cette tentative en se disant peut-être qu'on arrivera à avoir une statue de Voltaire en bronze, et là on verra, on contactera peut-être la ministre de la Culture pour lui dire on a une statue en bronze, est-ce qu'il ne faut pas la mettre à la place de la statue en résine? Donc il n'est pas exclu qu'on puisse un jour délibérer sur une localisation de la future statue en résine, si entre-temps on a récupéré une statue en bronze. Magnifique, hein? Vous m'avez suivi? C'est un peu compliqué, hein? Voilà, donc je vous propose de voter favorablement pour le retour de la statue en bois résiné, c'est ça? Non, en bois résiné. En résine boisée? Épreuve surmoulée, D'accord. en résine chargée. Chargé dans le square Honoré-Champion. Et je précise que ce sera si je compte bien, le 330e anniversaire de la naissance de Voltaire en février 2024, donc une belle occasion. Voltaire qui a été baptisé, je crois, également dans le 6e. C'est logique, qu'il n'était pas le 6e d'ailleurs. Mais bon,
On n'est pas de prise de parole, non? Vous avez... D'accord, on est convaincu. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour? Je vous remercie. Nous poursuivons nos travaux et nous allons parler cinéma grâce à Iris Berthomier. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. La subvention que je viens vous présenter concerne 34 salles de cinéma. Ça représente 81 écrans pour Paris et ça représente pour le 6e arrondissement 5 cinémas, 5 cinémas, voilà. Le montant total de la subvention est de 900 000 €, donc il s'agit d'une subvention qui vient en aide, en soutien au cinéma indépendant et aux salles indépendantes parisiennes. L'objectif est de garder une diversité de programmation, donc essentiellement tournée vers la programmation art et essai, avec des thématiques spécifiques, des avant-premières, des rétrospectives, des animations à destination des enfants. Voilà, c'est essentiellement ça. Pour les 5 cinémas qui sont concernés dans le 6e arrondissement, je vais les citer chacun. Donc il y a une subvention d'un montant de 28 000 € qui est accordée aux 3 Luxembourg. Une subvention à 5 salles, dont l'Arlequin d'un montant de 95 000 €. Une subvention pour le cinéma Odéon d'un montant de 35 000 €. Une subvention d'un montant de 20 000 € pour le cinéma Christine Cinéma Club. Et une subvention de 30 000 € à destination du Lucernaire. Voilà, chers collègues, je vous invite à voter favorablement cette demande de subvention et le passage de conventions, donc les conventions qui régissent, qui fixent des objectifs à ces salles, qui s'engagent à des objectifs en contrepartie des subventions. Voilà, je vous invite à passer au vote. Merci. Je donne la parole à Monsieur Comet. Oui, moi, je suis ravi qu'après Voltaire in Paris, on ait des cinémas. Ce que je voulais savoir, c'est comment ce niveau de subvention se situe par rapport aux subventions qui avaient été accordées l'année dernière. Est-ce qu'on est à peu près dans le même ordre de grandeur? Oui, c'est le même ordre de grandeur. C'est très inférieur à ce qui avait été accordé en 2020 à la suite de la crise Covid. Vous savez, on avait eu une subvention assez énorme. Je crois que c'était 400 000 € à l'époque parce que il y avait eu un gros manque à gagner pour les cinémas et donc on les avait subventionnés beaucoup plus largement. Mais comparé à l'année dernière, c'est à peu près la même chose. On a les tableaux, en fait, dans les conventions. À l'intérieur des conventions, on retrouve les tableaux. Et alors, je peux compléter, je pense pas que ça soit, là je cherchais, je pense pas que ça soit déjà subventionné, mais je pense que l'année prochaine, on aura une bonne surprise, enfin une surprise agréable, c'est que l'Arlequin devrait passer, nous créer une quatrième salle qui sera sur la rue de Rennes, qui se substituera à la zone d'affichage que vous avez repérée, qui sera accessible aux handicapés, puisque actuellement les 3 salles de l'Arlequin ne le sont pas. Et ça sera même une très belle salle, un peu sur le mode des pâtés, des cinémas pâtés que vous connaissez maintenant, qui sont des salles premium, et avec utilisation d'un système encore plus d'avant-gardiste en matière de projection. Donc ça devrait être une très bonne nouvelle, et ça permettrait à ce cinéma d'acquérir une notoriété encore plus forte. Voilà. Donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie et je redonne la parole à Iris Berthomier sur la convention bipartite à passer avec la préfecture de police de Paris pour la gestion des campagnes de stérilisation et d'identification des chats errants évoluant sur le territoire parisien. Oui, merci Monsieur le maire. Alors je reviens vers vous avec un autre sujet. Donc il s'agit des chats qui font l'objet de campagnes de stérilisation et d'identification. Donc il s'agit de poser les puces sur les chats. Ce sont des associations qui prennent ces opérations en charge.
qui les prennent en charge, pas financièrement, mais de façon, c'est elles qui prennent en charge les chats. Donc, il y a eu plusieurs phases dans ce projet. Et désormais, ce qui nous est proposé, donc, parce que c'est une compétence de la préfecture de police de Paris, et donc la ville de Paris signe une convention bipartite avec la préfecture de police de Paris. La ville, à ce titre, s'engage à publier sur son site internet les lieux et les période de capture prévue pour capturer les chats. On appelle ça du trappage avec 2 P. Et en contrepartie, la préfecture de police prendra des arrêtés qui autorisent les captures, puisqu'elles doivent être autorisées par arrêté. Donc sur des périodes données et dans des périmètres donnés. Voilà, ça permettra que des campagnes de stérilisation soient mises en œuvre. Tout ceci s'inscrit dans la stratégie de la ville de Paris qui s'appelle Animal en ville et qui a été adoptée en 2018. Et voilà, il y a tout un tas d'actions qui sont déclinées. Il y en a 71 exactement. Et l'une de ces actions est la stérilisation des animaux. Je précise que ça permet de garder une population de chats qui participe à lutter contre la prolifération notamment des rats ou des souris ou des surmulots, comme on veut les appeler. Et ça permet en fait de stabiliser la population des chats, de pas la démultiplier à l'infini, mais simplement de conserver une population sans débordement. Les chats auparavant qui étaient attrapés par la préfecture de police étaient euthanasiés, non? En partie, non? L'euthanasie est possible, elle n'est pas vraiment évoquée dans notre délibération, c'est vraiment le dernier recours. Non, mais avant. Mais je ne crois pas. Je suis pas certaine. Mais... Non, oui, c'est les associations qui les prenaient en charge, qui les laissaient, qui les capturaient, mais il n'y avait pas la possibilité de stériliser à proprement parler. Oui, voilà. Mais il y avait des chats, à mon avis, qui devaient disparaître dans la... C'est possible. Comment? Mais bien sûr. Oui. Alors, je ne sais pas. Je vous signale que pour ceux qui fréquentent régulièrement la cour de la mairie du 6e, nous avons un chat qui a été adopté par le centre de police. Donc, je ne sais pas s'il est considéré comme chat errant ou s'il est déjà sous l'autorité de la préfecture de police. Mais en tout cas, il est très sympathique. Mais il peut rester à la porte parce que dans la cour, de temps en temps, il y a. Alors je ne sais pas si certains aiment les chats au sein de ce centre de police. C'est un centre de police qui fonctionne de jour comme de nuit. C'est à ne pas confondre avec le centre de police. C'est ce qui est dans la. Et on voit le chat de temps en temps qui se promène un peu dans la cour, à proximité immédiate. Donc je vous le signale. Donc les chiens sont interdits à l'intérieur. Voilà. De la cour, donc, voilà. Il en profite. Mais ça protège des surmulots et autres souris. Voilà. Bien, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. La délibération est adoptée. Nous poursuivons nos travaux et je vais donner la parole à Chantal Lambert-Buras pour rapporter à 3 reprises sur des délibérations DFPE et SG13. Je prends mon souffle. Merci, monsieur le maire. Comme vous le savez tous, il y a 3 associations qui participent à accueillir nos petites têtes blondes et brunes, les tout petits Parisiens, qui sont l'association SPRM, la Croix Saint-Simon et l'association Kangourou. Lors du dernier conseil d'arrondissement, comme le rappelait monsieur le maire, le 6 mars dernier, on a donné l'autorisation à la ville de Paris de verser une subvention à SPRM. Cette fois-ci, il s'agit de l'association Maison Kangourou, qui gère 18 établissements, soit 640 places de crèche dans tout Paris et 60 places dans le 6e, rue de Montparnasse, assez récemment, puisqu'elle date de là, elle doit avoir 4 ans, cette crèche. La subvention que l'on nous demande d'attribuer est globale pour ces 18
établissement. C'est d'un montant de 3 767 817 €. Donc si on regarde en fonction des arrondissements, le coût annuel de la ville de Paris par rapport aux places de crèche dans cet établissement du 6e, si j'ai bien calculé, le montant qui est octroyé pour la crèche de la rue de Montparnasse devrait être de 439 620 €. Mais là, c'est le montant global qu'on vous demande de voter. Donc, je le répète, 3 767 817 €. Donc, je pense que tous, nous allons accepter cette subvention puisque, franchement, nous en avons bien besoin pour l'accueil des tout-petits. Merci infiniment. Du Conseil de Paris, mais je pense que nous aurons un relais efficace, normalement. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. Donc, nous poursuivons avec un autre sujet, c'est pas Voltaire, mais c'est la crèche du Jardin du Luxembourg, donc un sujet dont nous avons entendu parler au cours des dernières années. Je vous redonne la parole. Oui, effectivement, c'est un sujet prégnant aujourd'hui. Donc, le Sénat a engagé de lourdes restructurations pour l'ensemble immobilier qui est situé non seulement au 17 rue Garancière, mais également du 26 au 34 rue de Vaugirard. C'est un immense projet de restructuration. Et au rez-de-chaussée de ces bâtiments, il y a des locaux qui appartiennent et au sous-sol à la ville, le gymnase, par exemple, mais également, pour ce qui nous concerne, ou ce qui me concerne ma délégation, la crèche Garancière, qui est située au 21 rue Garancière. Alors, cette crèche a fermé, bien évidemment, en même temps que les travaux de restructuration, puisqu'on ne pouvait pas garder des enfants alors que tout était démoli avec l'amiante qui allait avec de cette lourde restructuration. Donc, la crèche a fermé en 2019, en même temps que les travaux commençaient. Et la ville de Paris a mis à profit cette fermeture pour également faire des travaux dans la crèche, avec une maîtrise d'ouvrage, d'ailleurs, qu'elle confiait au Sénat. Alors, le Sénat a mis à disposition, pour que les enfants puissent continuer à être accueillis, une emprise de près de 800 mètres carrés au niveau du 3 rue Winmer. C'est la crèche qui est dans les arbres, une crèche en bois, qui est une crèche itinérante, qui a donné lieu d'ailleurs à un concours d'architectes. Et le calendrier initial qui prévoyait le démarrage de travaux d'édification de la structure en 2019 pour une ouverture en septembre 2019 et une réouverture de la crèche Garancière en janvier 2021, effectivement, a explosé puisque les travaux ont perduré, puisqu'il y a des grosses surprises qui ont été trouvées par le Sénat au moment de faire ces travaux. De ce fait, il y a eu des conventions qui ont permis de repousser le départ de la crèche dite Guinemer et l'ouverture de la crèche Garancière. Là, donc, il nous est demandé de permettre de signer une nouvelle convention de façon à ce que, comme la crèche Garancière doit ouvrir au mois de janvier 2024, que la structure provisoire perdure jusqu'à cette date-là et un petit peu au-delà puisqu'il faudra 9 mois pour la démonter. Voilà. Donc c'est sûr que si on peut l'avoir plus, on verra à ce moment-là. Mais donc on nous demande d'autoriser la signature avec le Sénat d'un avenant à la Convention pour continuer à transférer à la Ville de Paris la gestion d'une emprise dépendant de son domaine, du domaine du Sénat, sur ces terrains, et d'inscrire les dépenses relatives à la mise en état de quoi, je sais plus, on a mis en état de... ah oui, c'est ça, de sa remise en état, à hauteur de 50 000 €. Voilà, puisqu'effectivement, sur l'emprise, il faudra remettre en état. C'est le Sénat qui le fera, mais avec une subvention de la Ville de Paris. Bien voilà. sûr. Et donc, merci infiniment. Tu as réussi à rendre clair cette délibération qui était un peu complexe. Et effectivement, vous avez vu, là encore, effet de la crise sanitaire, de la difficulté de relancer des chantiers, de la difficulté de trouver des entreprises, des contentieux, car il y a un contentieux entre le Sénat et l'entreprise. Enfin bref, c'est un véritable parcours du combattant. Et à l'arrivée, ça sera une réouverture avec 3 années de retard. 3 années de retard. C'est donc considérable. Et je profite de l'absence d'Ariel Bocan pour vous dire que la situation du gymnase est encore plus terrible. Hein. Donc là, on espère une réouverture de la salle de sport en septembre 2024, mais avec là encore un pataquès absolu entre la maîtrise d'ouvrage, l'entreprise qui a démonté des choses qu'elle n'aurait pas dû démonter. Enfin bon, c'est absolument terrifiant.
Mais il en est ainsi et il faut effectivement remercier là le concours des services administratifs de la mairie de Paris et du Sénat qui permettent effectivement à cette très belle opération et cette très belle crèche provisoire de fonctionner avec une capacité moindre, hein, puisqu'elle a une capacité moindre, un tiers de moins. Mais en tout cas, c'est pas la volonté de lotir le jardin du Luxembourg, puisque nous avons eu bien évidemment, rappelez-vous, des personnes qui étaient venues en conseil d'arrondissement protester, nous engueuler, etc. Bon, entre-temps, la personne a disparu, je ne sais pas où elle est passée, mais bref. Oui, j'ajouterais, si vous me le permettez, monsieur le maire, c'est un tiers de moins, mais un tiers de tout petit. C'est-à-dire que les nourrissons sont pas... quand on a fermé la crèche Garancière, il y avait 70 places, il n'y en avait plus que 2 tiers, donc les grands partaient en maternelle, les moyens devenaient grands, les petits devenaient moyens, et la crèche était pleine. Donc elle n'est pas prévue pour les berceaux, les nourrissons. Voilà, mes chers collègues, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient. Madame, ma chère collègue, je vous donne bien volontiers la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit d'une deuxième prolongation de cette crèche. Et comme lors de la première délibération, je vais m'abstenir parce que je trouve ça dommage que cette tendance de toujours créer des bâtiments éphémères dans les espaces verts qui sont pas forcément faits pour ça. Et donc, du coup, là, on est encore parti pour 2024. Et voilà. Donc, du coup, je vais m'abstenir sur cette délibération. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Il en est pris note. Donc, je vous propose de voter. Donc, qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. La délibération est adoptée à la majorité. Je vous redonne la parole, Madame la Première adjointe. Merci, Monsieur le maire. Bon, cette délibération est une délibération à 3 points. La détermination de quotient familial, le calcul de la tranche tarifaire et enfin la création d'un tarif de précarité sociale pour la petite enfance. J'essaie de rendre un peu clair la délibération qui est un peu compliquée. Elle indique que le calcul du quotient familial se fait bien évidemment sur les données de la CAF, que celle-ci soit d'origine interne, c'est-à-dire les familles rattachées à la caisse d'allocation familiale, ou d'origine externe, c'est-à-dire les familles vulnérables qui ne sont pas affiliées à la CAF. Ce quotient familial fera l'objet d'un traitement informatique, bien évidemment dans le respect de la CNIL, avec accès à chaque Parisien, avec une forme de guichet unique et qui servira de justificatif pour les demandes qui en relèvent, crèche, caisse des écoles, etc. Pour ce qui concerne le calcul de la tranche tarifaire, un service numérique permettra à tous les Parisiens de calculer puis de conserver sur leur espace personnel Mon Paris leur quotient familial. Mais dans un même souci de justice sociale, des dérogations seront accordées aux enfants confiés à l'aide sociale, par exemple, où le tarif le plus bas sera appliqué, bien évidemment, comme aux familles qui traversent des difficultés qui nécessitent un accompagnement social. Elles bénéficieront, ces familles, d'une adaptation tarifaire en fonction de leur situation particulière et le temps de leur situation particulière. Enfin, pour le tarif de précarité sociale pour la petite enfance, il s'adresse aux familles sans logement et sans ressources signalées par les services sociaux pour leur permettre d'accéder aux structures municipales ou associatives, et en particulier les crèches. Leur situation sera examinée annuellement et pourra donner lieu à une nouvelle attestation par un travailleur social pour dire que la situation est toujours actuelle et qu'elles peuvent encore une année se bénéficier de ce même tarif. Voilà, il vous est proposé de délibérer pour que ces mesures prennent effet à la rentrée prochaine. Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas, donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Adopté à l'unanimité. Je donne maintenant la parole à notre collègue Séverine de Comprégnac. Merci, monsieur le maire. Moi, je vais vous parler de la protection civile de Paris, qui est logée pour le 6e rue de Vaugirard. Il y a aussi un bâtiment dans le 15e rue de Vaugirard et un autre dans le 17e. Il se trouve qu'ils sont logés dans des bâtiments municipaux avec des baux qui sont arrivés à échéance depuis un petit moment pour certains, 2020 et 2021.
Et donc on propose de re-signer un nouveau bail avec un loyer annuel symbolique de 100 €, et le reste étant compensé par la municipalité. Ce qui fait par exemple pour le 87 rue de Vaugirard un don en nature de 5 480 €. Et pour les autres, c'est plus important, c'est 103 000 € pour la rue de Vaugirard, mais c'est plus de 300 mètres carrés, je crois. Et voilà, donc nous sommes heureux de les avoir, et je pense qu'il faut voter bien sûr cette délibération. Mes chers collègues, y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas, donc je vous propose de voter favorablement. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour? Je vous remercie. La délibération est adoptée. Je vais maintenant donner la parole à 2 reprises à notre collègue Charles Flaubert, qui va intervenir sur les DVD 13 et 25. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, bonsoir. Donc, nous commençons par la délibération qui a trait au stationnement de surface et donc l'écartement du droit d'opposition. Alors, ça peut paraître un petit peu technique. En réalité, c'est une disposition pour écarter une application du règlement général de protection des données, la fameuse RGPD, puisque les plaques d'immatriculation sont à présent, on va dire, aspirées par un certain nombre de logiciels, de mécanismes et de machines, notamment, on le connaît tous, pour ceux qui ont des voitures ou des 2 roues motorisées, des procès-verbaux qui sont donc dressés de façon automatique et à très grande dose, si je puis dire, à très grande pour de très grands nombres de contraventions. Alors, en réalité, c'est une mesure qui est, enfin, je dirais que c'est un peu, d'une certaine façon, l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire, si techniquement, écarter ce droit d'opposition, ça paraît logique compte tenu des choix qui ont été pris par la ville, qui ont d'ailleurs été pris par un certain nombre de villes et qui sont un petit peu indispensables dans le cadre du contrôle notamment du stationnement payant. Bon, en soi, cette disposition, elle est logique. Mais tout de même, si on revient et qu'on prend un tout petit peu de hauteur, on a quand même des problématiques dont on a déjà parlé ici, qui nous tiennent à cœur particulièrement à la majorité municipale dans le 6e et dans l'opposition à la mairie centrale, notamment les problématiques liées au stationnement des places handicapées. Et c'est vrai que cette problématique n'est pas traitée et aujourd'hui on a des remontées qui sont négatives et on a une augmentation des contestations des contraventions puisque la contestation des contraventions a augmenté de 63% depuis la mise en place de ces systèmes automatisés. Donc, alors, on peut toujours mieux faire, évidemment. Je propose, en tous les cas, nous abstenir sur cette disposition et de demander, en indiquant qu'effectivement, l'opposition à la mairie centrale et la majorité ici étaient très, très attentifs à un certain nombre de publics fragiles et notamment le public des personnes handicapées. Et donc nous souhaiterions vraiment faire un peu plus avancer ces thèmes parce qu'on en a déjà parlé. Et donc nous, sur ce thème spécifique, nous, je propose, en tous les cas, nous nous abstiendrons. Merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole, Madame de Comprignac? Merci. Moi, juste pour en ajouter un tout petit peu et aller un tout petit peu plus loin, en droit, que ce soit une contravention, un délit ou un crime, il y a un appel. Et donc, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire appel. Donc, nous, on votera contre pour ce qui nous concerne. C'est pas normal. D'ailleurs, je vous passe tout de suite la parole, mon cher collègue. C'est d'ailleurs, on a parlé des personnes handicapées, mais on sait qu'il y a de nombreux aussi véhicules de profession médicale, par exemple, qui sont victimes d'amendes, puisque maintenant c'est très automatisé. Mais les voitures que vous voyez circuler, qui sont d'ailleurs des voitures qui sont les filiales de Striteo, filiale de Veolia, etc. C'est très, enfin, ça ne fait pas toujours la différence et les caducés spécifiques ne sont pas toujours pris en compte. Donc c'est pour ça que ça nous paraît choquant
effectivement que ce droit de rappel n'existe pas. Alors après, est-ce que le système peut être amélioré? Peut-être, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours améliorer les choses, mais ça nous paraît effectivement très important. Et d'attirer l'attention des services sur ce point. Monsieur Comet, je vous donne la parole. Oui, moi je comprends que l'écartement du droit d'opposition, c'est effectivement la non-possibilité de faire appel, donc ça je comprends bien. Je comprends moins bien en quoi c'est lié à l'absence ou au nombre insuffisant de places de stationnement pour personnes à mobilité réduite. Or, vous avez dit que vous allez vous abstenir parce que il n'y a pas assez de place, à moins que je n'ai pas bien compris. Deux choses. En fait, c'est pas la question. La question, elle est que on considère, nous, que le système qui a été mis en place par la mairie de Paris, par la mairie centrale, et de façon brutale et de façon non déterminée, délivre des procès-verbaux à des voitures. Quand bien même ces voitures sont, par exemple, des voitures d'une association qui intervient en faveur des plus démunis, ou la voiture appartient à quelqu'un qui est handicapé. Donc nous, notre position, c'est de dire, on s'abstient sur cette mesure parce qu'on aimerait avoir une réaction, une amélioration du système. Voilà, c'est ça qu'on dit. Sur le nombre des places handicapées, c'est un autre problématique. Et ça tombe très bien d'ailleurs, vous posez cette question, Monsieur Comet, je vous en remercie, puisqu'avec Monsieur le maire et à l'instigation de Madame Hervieux, on vient de créer une place handicapée à la norme de Madame Hervieux, et avec l'accord de Monsieur le maire, il y a une place handicapée qui a été créée à l'angle de la rue Princesse et de la rue Dufour. Donc on est évidemment pour, et Dieu sait que mes interventions depuis 3 ans, je pense qu'à chaque fois j'ai montré que j'étais tout à fait sensible à nos concitoyens qui sont victimes de handicap. Mais c'est deux choses différentes. D'ailleurs, il faudrait être très attentif à cette place, puisque là, ça doit être une place pour handicapés indifférenciés. On est bien d'accord, puisqu'en réalité, c'est destiné au centre effectivement au centre qu'on avait inauguré avec Nora Bera il y a quelques années, centre destiné à accueillir des personnes souffrant de troubles, Alzheimer, etc., neurologique, qui est un très beau centre qui fonctionne depuis plusieurs années. Mais normalement, si la législation n'a pas changé, les places handicapées sont attribuées à des personnes nominatives jusqu'à ces dernières années. Donc là, il faut que ça soit indifférencié. Donc, il faut bien veiller à ça. Et qu'il n'y ait pas... ça, c'est comme ça. Enfin, je parle sous... Iris Berthelmier, vous voulez intervenir? En fait, c'est le macaron qui est attribué à une personne. Voilà, c'est ça. Mais la place peut être utilisée par toute personne qui détient un macaron. En réalité, c'est-à-dire que la place, elle peut être créée, mais c'est un peu le cas finalement de cette place-là, puisqu'elle a été créée pour une demande, si je peux m'exprimer ainsi, du centre. Et quand vous avez des particuliers qui sont victimes de handicap, ils peuvent, pour eux-mêmes, même si d'autres handicapés évidemment peuvent utiliser la place, demander la création d'une place. Je pensais à une maman qui m'avait fait une demande. Elle avait un enfant handicapé pour une création de place. C'était entre guillemets pour elle, même si la place était utilisable par tout le monde, bien évidemment. Parfait, voilà une chose positive. Donc je vous propose, Madame Hervieux, oui. Décision sur cette délibération, compte tenu de la taille de la collectivité et du nombre de stationnements et du nécessaire objectif justement d'avoir une rotation en fait dans les véhicules qui sont stationnés à Paris. Ce dispositif LAPI, donc lecture automatisée des plaques d'immatriculation, permet à la fois de garantir justement un juste recouvrement des recettes publiques et en même temps un service à l'usager qui soit efficace. Je pense que quand il y a des associations, des structures spécifiques, normalement il y a une tolérance qui est faite. En tout cas, c'est lié à la plaque d'immatriculation. Donc si le véhicule est bien référencé comme appartenant à une association ou autre, je pense qu'il y a des tolérances. Mais cette lecture automatisée, elle est sans doute perfectible, mais elle permet quand même d'avoir une lecture efficace et instantanée de la situation du conducteur qui est sur son stationnement. Et c'est un dispositif qui a fait ses preuves jusqu'à maintenant. Si, bon, nous allons voter maintenant. Il faut bien qu'on soit quelquefois en désaccord sur un certain nombre de choses, sinon nous n'aurions plus de raison d'exister. Et nous serions mis en minorité dans nos propres formations politiques, ce qui peut d'ailleurs arriver, au cours du temps.
Donc, je vous propose de voter. Alors là, vous allez m'aider. Donc, sur cette délibération, qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Donc, qui vote contre? Madame de Comprégnac, Iris Berthemier. Et qui vote pour? Voilà. Ça vous va, monsieur? D'accord. Parfait. Donc, c'est adopté, effectivement. C'est adopté, puisqu'il y a eu 3 votes, l'abstention, 3 votes contre, 3 votes pour, après, 3 votes pour, 2 votes contre, mais de toute façon, après, c'est le Conseil de Paris, comme on le sait, qui a le dernier mot. Hein. Parfait. Nous poursuivons nos travaux et je redonne la parole à Madame Séverine de Comprégnac pour la DVD 56. Oui, merci Monsieur le maire. Alors là, moi, je vais vous parler du plan vélo maintenant. Et pour autoriser la mairie à signer des conventions avec la région Île-de-France pour un montant de 8 354 100 €. Donc en fait, il s'agit d'aménagement des pistes cyclables dans Paris et autour. Le plan vélo 2021-2026, c'est 180 km de pistes cyclables, avec une possibilité de prise en charge par la mairie, par la région, pardon, jusqu'à 60%. Ce qu'elle fait donc pour ce qu'il est proposé de voter dans cette délibération. Alors il y en a pour la rue Lafayette, il y en a un petit peu partout dans Paris. Pour ce qui concerne notre quartier, au sens large, je vais le faire au sens large, c'est la suite du boulevard Saint-Michel vers le pont Saint-Michel, le boulevard du Palais, le pont au Change, c'est dans le 9e, et pour aller aussi vite que possible, voilà, pour le 6e, pour ce qui nous concerne, c'est donc une piste unidirectionnelle sud-nord entre le quai Saint-Michel et le boulevard Saint-Germain, et d'une piste bidirectionnelle entre le boulevard Saint-Germain et la rue Soufflot. Voilà. Et ça se connecte au nord avec les quais aux rive gauche, en attendant de passer sur la rue de la Cité. Voilà. Et donc je vous propose de voter cette délibération qui aidera au financement de ces pistes cyclables. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas, donc je vous propose de voter favorablement, étant donné que nous avons d'ailleurs eu l'occasion, lors d'un comité vélo qui s'est déroulé récemment, de présenter un certain nombre de projets, et notamment l'aménagement du boulevard Saint-Michel. Donc, qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie et je reviens en arrière puisque dans mon élan, effectivement, j'avais oublié la DVD 25. Je redonne la parole à monsieur Charles Flaubert. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Donc, cette délibération, DVD 25, porte, elle, sur des modifications des conventions qui ont été passées entre la ville de Paris et un certain nombre d'exploitants de garages, de parkings publics. La délibération est assez lourde, assez importante parce qu'elle porte sur beaucoup de parkings. J'ai trouvé a priori un seul parking concerné dans le 6e, c'est le parking Odéon. Donc, sans polémiquer, la ville, on va dire les services de la ville et la ville s'inquiètent de l'absence de fréquentation des parkings et du fait que les exploitants de parkings soient en difficulté financière et aient du mal à exploiter leur parking. Étant moi-même client des parkings publics à Paris, je dois avouer que le fait que les véhicules électriques ont une double peine, c'est-à-dire qu'on doit payer comme tout le monde et en plus on doit payer pour recharger avec des abonnements qui sont particulièrement chers, et les tarifs globaux, je trouve, sont particulièrement chers, voire exorbitants. C'est vrai que il faut pouvoir y aller, et puis d'autre part, la circulation à Paris étant de plus en plus difficile. On peut difficilement s'étonner d'avoir des parkings qui sont vides ou en tous les cas qui sont pas assez fréquentés. Cependant, il est vrai que le Covid et un certain nombre d'événements ont lourdement pesé
sur l'exploitation de ces parkings, avec notamment un flux de clientèle qui a baissé. Et il est vrai également, pour être constructif, que la mairie centrale, la mairie de Paris, souhaite des aménagements, notamment pour les vélos, pour pouvoir recharger les véhicules électriques, d'installer un certain nombre d'éléments de sécurité dans ces parkings. Et donc ces infrastructures, ces adaptations, ces travaux sont onéreux, et donc des dégrèvements sur les subventions peuvent paraître judicieuses et positives. Donc je vous propose de voter favorablement pour cette délibération. Voilà, merci. Ça se termine bien finalement. Donc y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas. Donc là, on est concerné effectivement principalement pour le parking dénommé pendant longtemps École de médecine et maintenant qui est Odéon, qui est passé d'ailleurs de SAMS à Indigo, en rappelant d'ailleurs que moi je souhaite que pour tous les parkings qui soient SAMS, c'est le cas en général de la SAMS, mais également les parkings Indigo, qu'on ait à nouveau une présence humaine dans tous les parkings. Et ça sera bien d'ailleurs que peut-être Monsieur Godet prépare une petite lettre pour le directeur général d'Indigo en lui demandant de remettre de la présence humaine dans tous les parkings. Et même puisqu'on va avoir un parking résidentiel qui va être refait sur Auguste Comte, même dans un parking résidentiel, on peut avoir des difficultés, on peut avoir des agressions, on peut avoir des portes qui ne fonctionnent plus, etc. Ça me paraît logique de remettre de la présence humaine. Et ça donne en plus des emplois à des gens qui ont souvent besoin de travailler, y compris la nuit. Donc je vous propose, mes chers collègues, de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie, la délibération est adoptée. Alors, je vais maintenant vous parler du plan local d'urbanisme, sur lequel nous aurons peut-être un léger désaccord, mais tout peut s'arranger, ça s'arrangera peut-être au cours de l'année prochaine, puisque sur ce document essentiel pour la vie d'une commune, qui est le plan local d'urbanisme, la ville qui avait adopté son dernier plan entre 2006 et 2010 nous propose d'adopter un nouveau plan d'urbanisme qu'elle a baptisé PLU bioclimatique. Au-delà de l'opération de communication, il s'agit d'approuver un document qui régira les constructions et les modifications architecturales pour les 20 prochaines années. Ce qui c'est dire l'importance de ce document, qui aura donc des conséquences fortes, voire essentielles, pour la vie des Parisiennes et des Parisiens, jusqu'en, faut toujours prendre une date, 2050. Après, comme vous le savez, il y a des modifications qui peuvent intervenir entre-temps. Le PLU dont je vous ai parlé, le précédent, avait fait l'objet de modifications dans les années, quelques années après sa première adoption. Il est évident que ce plan doit être examiné au regard de la crise sanitaire que nous avons vécue et qui a sans doute modifié notre perception, nos modes de vie. Je vous le rappelle, mes chers collègues, Paris est une des villes les plus denses au monde, sa superficie n'étant pas très importante, surtout si on la compare, sans la comparer aux mégalopoles qui peuvent exister en Afrique, en Asie, voire en Amérique. C'est une ville petite, si on la compare à Berlin, à Londres, etc., et très densément construite. Le fruit d'ailleurs, le fruit de l'histoire de notre ville qui remonte à plus de 2000 ans, les constructions ayant été particulièrement importantes au cours du siècle dernier, et notamment entre 1960 et la fin du dernier siècle, où de nombreuses constructions d'immeubles sont intervenues et ont remplacé les ateliers industriels, les constructions basses qui étaient nombreuses dans beaucoup d'arrondissements, notamment dans les arrondissements à 2 chiffres. Permettez-moi d'ailleurs à cet instant de remercier l'ensemble des agents de la ville de Paris qui ont été mobilisés pour l'élaboration de ce PLU, qui pendant plus de 2 ans les a prodigieusement occupés, et notamment les fonctionnaires de la direction de l'urbanisme qui, sous la direction de son directeur Stéphane Leclerc et de sa sous-directrice Caroline Haas, ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour répondre à la commande qui avait été passée.
En revanche, je ne peux que regretter que le premier adjoint à la maire de Paris en charge des questions d'urbanisme nous ait transmis ces documents il y a 10 jours. Vous constaterez d'ailleurs, en regardant derrière moi, je l'ai fait apporter sur le buffet de cette salle, le volume de documents que j'ai reçus il y a quelques jours. Documents considérables, qui montrent d'ailleurs, qui traduisent et l'importance du travail qui a été réalisé par les agents, mais comment accepter que notre conseil d'arrondissement, qui est saisi comme l'ensemble des conseils d'arrondissement, reçoive un tel volume quelques jours avant sa tenue? Ou alors, effectivement, il fallait pas saisir les conseils d'arrondissement, il fallait limiter au Conseil de Paris. Mais c'était aussi impossible, puisqu'il y a des mesures, et notamment l'annexe d'ailleurs, je demanderai au secrétaire général de mettre en copie de mon intervention, c'est-à-dire la page 49 sur les 286 pages de l'annexe 5 du tome 2, qui est la liste des emplacements réservés en vue de la réalisation de certains types de logements. C'est une page qui concerne, bien sûr, notre arrondissement. Et pourtant, nous sommes dans un arrondissement totalement construit, où il n'y a plus aucune réserve foncière et où les possibilités d'action de la ville sont faibles. C'est ce que je disais à l'instant, nous mettrons au PV de cette séance la liste des emplacements qui ont été réservés, c'est-à-dire les propriétés qui sont frappées d'une réserve pour réalisation de logement social. D'ailleurs, nous ne trouvons pas énormément de changements par rapport au PLU précédent. Ce sont principalement des terrains ou des constructions appartenant à des congrégations, à des institutions. Je vois notamment que l'Institut de France, alors non pas sur la coupole, je vous rassure, mais sur un bâtiment qu'il possède rue Monsieur le Prince, le 28 est concerné. Sur un autre immeuble rue Monsieur le Prince, le 63 rue Monsieur le Prince, ça c'est l'immeuble qui fait l'objet de la rénovation. C'est l'association d'associations commerciales, l'association catholique de la jeunesse féminine, c'est le fameux foyer. Alors après un certain nombre de congrégations, je vous en ai parlé. Si jamais elles étaient amenées effectivement à évoluer, bon, c'est crédible. Après des immeubles qui font déjà l'objet d'opérations, par exemple le 96 bis boulevard Raspail, ça appartient à Paris 6. Et là, ça va être effectivement vendu, ça va être vendu une filiale de la IVP, et ce sera une résidence universitaire qui sera construite. Comme les immeubles qui sont indiqués, c'est la rue Jacob, face à l'immeuble où réside le ministre de l'économie et des finances, ou des immeubles appartenant au rectorat et qui avaient été squattés il y a quelques années, accueilleront une résidence universitaire. On retrouve le 69 rue de Sèvres, dont nous espérons qu'un jour la situation évoluera. Le 67 rue de Sèvres, c'est effectivement un immeuble congrégatif. Le 8 rue Stanislas, voilà l'immeuble qui appartient à l'Académie française, mais qui était un immeuble de rapport. On a le 45-47 rue de Vaugirard et le 34-40 rue d'Assas. Est-ce que vous savez à quoi ça correspond? Ça correspond à l'Institut Arthur Verne, qui est propriétaire par le biais de sa fondation de ses propres locaux. J'avoue que ça serait une catastrophe si l'Institut Arthur Verne partait du 6e arrondissement. Et que ça serait une bonne chose que, effectivement, la puissance publique intervienne. Mais ça serait, à ce moment-là, pour recréer un centre de santé. Parce que si c'est pour créer une offre mais heureusement, ce n'est manifestement pas à l'ordre du jour. On a le 120 boulevard Saint-Germain, 14 rue de l'Éperon et 1 rue Jardinet. Là, ce sont des bureaux. Après, on a le 174, 176 boulevard Saint-Germain, c'est les grands immeubles qui sont magnifiques au-dessus de l'écume des Pages, à proximité immédiate du Flore. Ça appartient effectivement à un investisseur. Mais si vous voulez, ça, c'est une recherche que j'ai faite, si vous voulez. C'est une recherche que j'ai faite. L'identité des propriétaires n'est pas signalée. C'est pour ça qu'il y aura tout un travail, si vous voulez, qui va être fait au cours de la prochaine année, où d'ailleurs, les propriétaires prenant connaissance de ces informations feront savoir à la ville de Paris leur l'évolution, s'ils souhaitent la faire connaître.
Après, à contrario, on pourrait dire, si on ne demande rien, on n'obtient rien. Mais vous voyez encore la difficulté de la chose. Vous voyez, le 2-6 rue Saint-Benoît, 33-45 rue Jacob, 1 impasse de Deux Anges, ça c'est effectivement les locaux du rectorat dont je parlais. Bref, il y aura sans doute des modifications à faire dans cette liste. Et d'ailleurs, nous le pourrons, puisque vous l'avez compris, il s'agit du premier vote sur lequel nous sommes sollicités pour le plan local de l'urbanisme. Tout au long de l'année prochaine, le PLU va être soumis à l'avis de plusieurs institutions, de plusieurs organismes, la Chambre de commerce, la préfecture de police, la SNCF pour les arrondissements dans lesquels vous avez des emprises ferroviaires, ce n'est pas le cas du 6e, etc., etc. Et dans un an, mes chers collègues, nous aurons à nouveau à émettre un vote qui sera d'ailleurs le vote le plus important puisqu'il conditionnera l'adoption définitive du PLU. Ça va durer encore une année. Et d'ailleurs, peut-être aurons-nous l'occasion dans nos conseils de quartier, mais je vais vous transmettre, c'est pour ça que je vous transmets la liste des emplacements réservés, et je demanderai, chère Florence de Vara, que Stéphanie Pugérinet vous répartissiez ces adresses selon les conseils de quartier. Ça me paraît logique qu'effectivement les conseils de quartier soient informés d'un certain nombre d'adresses qui correspondent, je le dis d'ailleurs, c'est pas du tout une volonté de polémiquer de ma part, qui correspondent d'ailleurs à des immeubles qui font l'objet d'ailleurs déjà d'opérations, mais je pense que c'est important de le faire savoir. Alors il y a quelques perles, il y a quand même une perle, je veux quand même vous la réserver en dernier. C'est le 3 rue Mabillon, 13 rue du Four, 12 rue Clément. Dans un premier temps, j'ai cru que c'était le marché Saint-Germain. Et en réalité, je me suis trompé, c'est le restaurant universitaire Mabillon. Donc normalement, le restaurant universitaire Mabillon, bien connu de certains d'entre nous pour l'avoir fréquenté il y a quelques années pour les plus jeunes, il y a quelques décennies pour les plus expérimentés, normalement, ça fait partie du patrimoine universitaire parisien. Donc si le rue Mabillon disparaissait, là je crois que ça serait presque aussi important que l'Institut Arthur Verne, même si on peut avoir des intoxications rue Mabillon, que peut ensuite soigner l'Institut Arthur Verne. C'était de la prophylaxie au départ, au début du siècle dernier. Maintenant, effectivement, les disciplines sont un peu plus nombreuses. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire. Vous comprendrez que dans un premier temps, je ne peux pas, et je vous proposerai à la majorité municipale du 6e, de ne pas approuver ce PLU pour toutes les raisons que j'ai indiquées et qui nous est soumis dans conditions d'urgence. Pour les raisons que j'ai indiquées, il faut avoir davantage de temps. Nous allons en avoir davantage pour ceux qui sont conseillers de Paris d'ici le prochain conseil de Paris. Il est basé sur un certain nombre d'idées fortes, celles qui, je pense, consistent à respecter les EVIP, par exemple, les espaces verts intérieurs protégés qui ont été très malmenés au cours des 20 dernières années. C'est un PLU aussi de compromis, il faut le dire, puisqu'il a fait l'objet de longues négociations entre les différentes formations appartenant à la majorité municipale, ce qui peut expliquer maintenant que d'ailleurs ce PLU nous soit parvenu avec retard. Il est donc perfectible, il y a sans doute des évolutions intéressantes, mais il faut bien sûr en discuter davantage. Ça sera l'objet de la discussion au Conseil de Paris. Des amendements seront proposés, des informations seront données. Et au cours de cette année, des informations seront recueillies de la part de différents organismes et nous verrons ce qu'il en sortira l'année prochaine. C'est pour ça, mes chers collègues, que je vous propose effectivement, m'adressant à mes collègues de la majorité municipale, d'émettre un vote négatif, défavorable sur ce premier document, mais je donne bien volontiers la parole à ceux ou celles de mes collègues qui souhaiteraient intervenir pour émettre une position de vote différente. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Chers collègues, conformément à notre engagement de mandature, Paris va se doter d'un nouveau plan local d'urbanisme. Vous l'avez dit, Monsieur le maire, c'est le fruit d'un travail de l'exécutif et de l'ensemble des groupes de la majorité. Ce plan local d'urbanisme bioclimatique sera au service de l'ambition sociale et environnementale que la ville s'est fixée depuis 2014, portée par Anne Hidalgo et notamment son premier adjoint, Monsieur Emmanuel Grégoire. Alors oui, Monsieur le maire, ces documents effectivement sont très denses. Il nous semblait cependant important qu'on puisse avoir un premier débat justement à l'échelle des arrondissements avant d'avoir la discussion au Conseil de Paris. Et contrairement à ce que vous avez
laissé entendre, c'est loin d'être un outil de communication. En fait, avec ce nouveau PLU, Paris va opérer véritablement une transition qui rentre dans l'histoire de la ville de Paris, véritablement, puisque on a là des objectifs face à la transition écologique que nous devons opérer en tant que capitale française, et les objectifs sociaux également qui sont de plus en plus prégnants dans notre réalité. Et bien ce PLU rend possible justement toutes ces adaptations, les adaptations fondamentales auxquelles la ville de Paris doit faire face. Monsieur le maire, vous avez remercié les agents qui ont participé à la constitution et à la rédaction de ce document. Je voudrais également remercier tous les Parisiens qui ont contribué, puisque ça a été un travail long, vous l'avez dit, de concertation. Je rappelle qu'il y a eu plus de 8000 contributeurs qui ont fourni plus de 50 000 propositions pour justement ce Paris de demain pendant toutes les phases de concertation. Je voulais dire également que ce PLU, en fait, il est dans la continuité, évidemment, du PLU précédent, mais il est aussi extrêmement ancré dans son époque. Il porte plusieurs ambitions, comme je le disais. Donc, c'est notamment la régulation des excès du marché. Je pense, par exemple, en ce qui nous concerne, à la lutte contre le développement déraisonnable de Airbnb, le déploiement des dark stores, toute une réflexion sur l'amélioration aussi des circuits de livraison à domicile qui ont envahi notre quotidien, mais également la protection patrimoniale des commerces culturels et de bouche. Je pense qu'on est évidemment fort concerné dans le 6e arrondissement. Donc, grâce à ce nouveau PLU, ce seront près de 35 200 commerces de proximité qui seront protégés. Donc, c'est presque 60% des commerces parisiens. Et évidemment, la question du logement, qui est vraiment clé, la question du logement social, du logement public d'une manière globale. Vous connaissez l'ambition de la maire de Paris, c'est à l'horizon 2035 40% de logements publics. Pourquoi ? Parce que on voit bien avec les prix du logement qui explosent que la ville risque de prendre des tournants tels que ceux qui sont connus déjà aujourd'hui dans des grandes capitales internationales. Je pense à Londres ou à New York. Et si Paris n'en est pas là aujourd'hui, c'est notamment grâce à la gauche parisienne qui a porté justement une ambition extrêmement forte sur la question du parc social pour permettre notamment aux classes moyennes de rester à Paris. Et de ce point de vue-là, monsieur le maire, vous savez, notre position, moi je pense véritablement que le 6e, je veux dire, c'est même pas une opinion, c'est un fait, est extrêmement en retard sur cette question du logement social, 3,9%. Je rappelle que dans le 6e, nous sommes le 2e, nous sommes avant-dernier en termes de détention de logements sociaux sur tout Paris, derrière le 7e arrondissement, donc c'est bien insuffisant. Il y a un effort considérable à faire de ce point de vue-là. Donc ce PLU, il va encadrer justement et permettre le déploiement de ces logements publics extrêmement importants. Et évidemment, le dernier point, et j'en termine par là, adapter Paris au changement climatique, c'est notamment atteindre la norme OMS de 10 mètres carrés d'espace vert par habitant. Donc c'est extrêmement ambitieux, il faut se rendre compte de ce que ça représente. Création de 300 hectares supplémentaires de jardins et de protection des espaces verts. Donc ce PLU bioclimatique, c'est vraiment un tournant, je pense, pour l'histoire parisienne. C'est un PLU qui est ambitieux, qui sera efficace, et nous sommes très très fiers de pouvoir le présenter aux Parisiens et aux Parisiennes, et notamment avec tous ceux qui ont contribué, avec Anne Hidalgo, le premier adjoint Emmanuel Grégoire, pour construire justement notre Paris de demain. Donc évidemment, moi j'invite toutes celles et ceux qui ont ces valeurs de protection de l'environnement et de l'importance de ces objectifs sur la question sociale au cœur, de soutenir ce PLU bioclimatique. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Alors, chacun a pris, effectivement, et vous avez eu raison de défendre ce projet. Après, je vous dirais qu'il y a des faits qui sont quand même, sur l'occasion, nous aurons l'occasion de revenir. 14 000 arbres abattus en l'espace de quelques années, certes pour faire effectivement un certain nombre de projets ou d'éléments structurants comme le tramway, la prolongation du tramway, des EVIP qui ont été des espaces verts intérieurs protégés particulièrement malmenés. Vous parlez du logement social dans le 6e arrondissement, mais quelle est la possibilité, qu'avons-nous comme possibilité de construction? Quasiment aucune. Alors après, on peut acheter des immeubles comme ça a été fait pendant des années par la ville de Paris, mais ça a contribué, et vous le savez très bien, à assécher le marché locatif privé, à contribuer à l'augmentation des prix. Bon, là, actuellement, il y a un certain rééquilibrage.
et a très peu créé de logements sociaux. Quand la RIVP au 83, je ne m'appelle plus rue Notre-Dame-des-Champs, quel numéro, achète un immeuble dans lequel vous avez 13 logements sociaux, mais dont 5 sont occupés, on n'en a qu'une création de 8. Et ensuite, faudrait-il encore que la ville de Paris consacre ces logements maintenant à ceux et celles qui font vivre Paris, nos auxiliaires de puéricultrices, nos infirmiers, nos aides-soignants, tous ceux et celles qui, malheureusement, en raison de l'augmentation des prix intervenus depuis 20 ans dans la capitale de façon excessivement forte. Je rappelle que le prix du mètre carré a doublé, et il a plus doublé dans l'Est parisien que dans le 6e arrondissement. Eh bien, ça conduit beaucoup de ceux et celles qui travaillent pour Paris à habiter à 40 à 50 kilomètres. Donc, ne pas consacrer ces logements à loger la terre entière, mais consacrer ces logements à loger ceux et celles qui sont indispensables au fonctionnement de la capitale, les premiers ceux qu'on a appelés les premiers, pas les premiers de cordée, les premiers à servir les Parisiens, qu'on a pratiquement portés, particulièrement appréciés, qui sont restés en présentiel, alors que beaucoup d'entre nous étaient en télétravail, étaient repliés chez eux. Ça pose la question aussi de la gestion de la crise sanitaire, qui n'a certainement pas été aussi remarquable que certains veulent bien nous le faire croire aujourd'hui, avec en plus une dispersion, une utilisation de l'argent public qui manque maintenant, mais c'est un autre sujet. Bref, beaucoup de choses sont à faire. Donc, au-delà des slogans, il faut effectivement construire un Paris qui soit un Paris de toutes les Parisiennes et les Parisiens, et on aura occasion au Conseil de Paris tout au long de cette année peut-être de progresser dans ce domaine, et j'en serai très content. Après, on peut pas construire systématiquement, on peut pas dire si on est bioclimatique et permettre des constructions, des surélévations, comme ça risque d'être fait dans un certain nombre de secteurs, pas dans le 6e arrondissement, mais dans des arrondissements périphériques où le linéaire, où les maisons de faubourg, où des tissus faubouriens risquent de disparaître et de ne pas être respectés. Donc ça, c'est un véritable problème sur lequel nous aurons l'occasion de revenir en Conseil de Paris et au cours de la prochaine année. Mes chers collègues, s'il n'y a plus personne qui souhaite s'exprimer, je vous propose de voter de vous exprimer sur cette délibération, bien sûr, en votant favorablement ou défavorablement. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Donc, au niveau du Conseil du 6e arrondissement, cette délibération n'est pas approuvée. Mes chers collègues, je vous propose maintenant de passer... Alors, je crois que maintenant, on a un certain nombre de documents qui doivent être distribués. Monsieur Riwal, si je ne me trompe pas... Alors, le vote global, il intervient. C'est le vote global sur 3 délibérations qui sont systématiquement approuvées, la DAE 27, la DAE 19 et la DASCO 46. On distribue là l'information sur la programmation des investissements d'intérêt local, l'information sur l'occupation des salles de la mairie du 6e arrondissement. Merci, Joanne. Et au titre des affaires diverses, je voulais vous signaler, mes chers collègues, que nous nous réunirons le mardi 20 juin à 18h30. Avez-vous d'autres sujets à évoquer ? Si vous n'en avez pas, je voulais remercier les conseillers appartenant à l'opposition municipale dans le 6e arrondissement de ne pas avoir déposé de vœux sur un concernant du jour qui était particulièrement concerné. Mais je sais qu'on continue à travailler sur un certain nombre de vœux, et notamment sur la question, sur le vœu que notre collègue Antoinette Kiss avait posé dernièrement. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de demande d'intervention, je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous le 20 juin, étant donné que nous aurons l'occasion de nous revoir sans doute dans différentes autres instances. Je pense avec Monsieur Comet dans le conseil d'établissement du conservatoire. Les conseils de quartier vont continuer à se réunir. Et comme il en a été convenu sur une interpellation de Monsieur Jouve,
qui a eu raison d'ailleurs de nous le faire signaler, les conseils de quartier continueront dans leur forme actuelle à fonctionner jusqu'à la fin de l'année 2023. Et c'est justement à cette période-là que sera organisé le renouvellement des conseils de quartier pour un nouveau fonctionnement, enfin une nouvelle composition à partir de janvier 2024. Et je souhaite que si les présidents de conseils de quartier le souhaitent, le désirent, le veulent, peuvent toujours dégager qu'ils continuent tous à présider leur conseil de quartier, sauf si effectivement, à ce moment-là, à l'automne, ils nous font savoir leur volonté d'être déchargés. Mais sinon, mon souhait est qu'ils continuent tous à présider les conseils de quartier. Très bonne soirée à tous et à toutes.